Bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief du long format que vous avez suivi sur CNews. Camp de migrants, la France bidonville. On va en parler de cette France bidonville avec Éric Tegner, avec Tony Pitaro. Vous êtes journaliste notamment sur les réseaux sociaux. J'invite tout le monde à vous suivre sur vos différentes pages Instagram, TikTok. Et vous êtes allé récemment dans un camp de migrants du côté de Lyon, au cœur de Lyon. On va en parler dans un instant. Jules Torres du service politique du JDD et Yohann Usaï du service politique de CNews. Ce qui me frappe dans ce documentaire, Jules Torres, c'est les grandes villes qui changent. Et pas seulement les grandes villes d'ailleurs. Des localités qui changent du jour au lendemain avec l'installation de camps de migrants qui ressemblent effectivement à de véritables bidonvilles dans le désintérêt le plus absolu de la même gauche qui veut accueillir les gens. Accueillir les gens pour qu'ils se retrouvent sous le métro aérien parisien ou dans effectivement des terrains vagues où il n'y a même pas les commodités, l'eau courante et les toilettes, c'est juste scandaleux. Ça montre une image de la France, encore une fois, sur le volet migratoire, incapable d'accueillir correctement parce qu'il y a trop de monde. Et donc ça montre cette image avec évidemment de l'insécurité, parfois, de la drogue, on l'a vu beaucoup dans le long format. Et voilà, sur tous les sujets, si vous voulez, à la fin de 10 années de macronisme, et bien voilà la carte postale que laissera le macronisme à la France. Oui, bien sûr, et je pense que ce documentaire, il montre avec chirurgie, avec une précision, qu'il y a une impuissance publique et on est incapable de l'endiguer. Alors on utilise le mot qu'on veut, la France bidonville, la France des frontières fantômes, la France finalement du macronisme qui depuis 10 ans a accueilli chaque année 500 000 personnes, mais avec une incapacité de les loger, parce qu'on parle souvent de l'irresponsabilité de la gauche qui dit finalement à tout le monde « venez comme vous êtes dans notre pays, vous verrez, ce sera un formidable Eldorado ». Mais pardonnez-moi, ce n'est pas la gauche qui dirige ce pays depuis 9 ans, et c'est Emmanuel Macron qui a aggravé la fracture migratoire en accueillant 500 000 personnes par an. Et on voit avec ce documentaire que les camps de migrants, l'insalubrité aujourd'hui, c'est pas cantonné à Stalingrad, c'est pas cantonné à Porte de la Chapelle, et c'est pas cantonné à Calais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les départements français, il y a une problématique qui est posée par l'immigration massive. Ça, c'est les camps de migrants. Bon, c'est très bien. Il y a des associations qui sont ultra subventionnées, qui sont là pour ça. Mais ça a parfois des conséquences. Ça a parfois des conséquences qui sont beaucoup plus graves pour les populations. Moi, je me souviens de ce camp de migrants qui devait être installé à Bélabre ou à Callac, par exemple, avec une population qui est extrêmement rétive parce qu'on lui a jamais demandé son avis. Et quand on lui a demandé, on leur a dit s'il vous plaît, circulez, il n'y a rien à voir. Ce campement, il va voir le jour. Vous avez été marqué par quoi? On va voir la séquence dans un instant. Tony, quand vous êtes allé à Lyon dans ce camp de migrants, par l'insalubrité, par les conditions d'hygiène absolument insupportables. Et vous arrivez, on est vraiment au milieu des rats. Il y a des migrants qui étaient en train de faire un feu pour essayer de se réchauffer. Tout est sale, tout est dégueulasse. Il y a des toilettes qui sont... je vous laisse imaginer quand il y a autant de monde qui vont dans des toilettes comme ça. Et c'est extrêmement choquant. Et puis même la police est souvent appelée parce qu'effectivement, quand il y a autant de gens, et notamment des jeunes, qui vivent toute la journée ensemble, effectivement, il y a des bagarres, il y a des rixes, comme partout. Dès que vous enfermez des gens ensemble, effectivement, il y a le plus fort, machin et tout. Il y a des gens qui peuvent plus se garer devant aussi parce que des fois, ils se font caillasser leur voiture, etc. Donc c'est un vrai sujet. La gendarmerie est souvent appelée pour aller devant ce camp parce que les gens ont peur. Il y a plein de problèmes. Devant un lycée. On va le voir dans un instant, juste à côté d'une école. Mais c'est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin, vous verrez que c'est le lycée qu'on va déplacer. C'est pas le camp de migrants. C'est toujours comme ça. On peut plus aller dans le parc. Yohann Usaï, ça ouvre plein de problématiques. Évidemment de sécurité, de drogue, d'insalubrité. On met ces gens dans des conditions qui sont innommables. Regardez les images qui défilent. On se retrouve avec on est en France, on se retrouve avec des bidonvilles à ciel ouvert partout dans le pays. C'est un monde. Mais cette immigration de masse n'est plus une chance pour personne. Ça n'est plus une chance pour la France parce que nous n'avons plus les moyens de les soigner, nous n'avons plus les moyens de les éduquer et de scolariser leurs enfants, nous n'avons plus les moyens de les loger et par conséquent, eux se retrouvent dans une situation qui est inacceptable. Ces images-là, pour un grand pays comme la France, elles font mal au cœur. Bien sûr. Laisser des personnes dans ces conditions, c'est absolument inhumains. Donc, ils ne sont pas heureux et il n'est pas acceptable de les recevoir dans ces conditions. Et en même temps, nous n'avons pas les moyens de faire mieux. Donc, pour tout le monde, il serait préférable qu'ils restent chez eux. Et c'est à cela qu'il faut travailler. Et c'est en cela, d'ailleurs, que l'extrême gauche et que la gauche extrémisée en France a une lourde responsabilité. Parce qu'elle lance un appel pour que ces migrants viennent, c'est ce qu'elle leur dit. Venez, Paris est une ville-monde, la France vous accueillera. Donc, eux l'entendent
en partie, ils viennent en France et ils arrivent dans ces conditions. Ça crée pour les riverains, en plus, vous l'avez dit, des problèmes de sécurité, d'insalubrité, des problèmes sanitaires, parce que ces migrants qui arrivent en masse, et on l'a vu déjà sur CNews, ouvrent par exemple leurs propres restaurants, des restaurants clandestins qui ne répondent évidemment à aucune norme d'hygiène. Enfin, tout cela est absolument lamentable. Donc, il faut que tout cela cesse au plus vite. Il faudra pour cela attendre, si les Français le veulent, 2027. Et il n'y a pas de bonne solution parce que c'est soit ça, soit le gymnase réquisitionné. On l'a vu aussi dans le long format, dans le 15e, dans le 16e, où c'est les enfants parisiens, pour citer Paris, qui du jour au lendemain ne peuvent plus aller faire leurs cours de sport dans le gymnase. C'est l'impuissance d'État aussi. Oui. Ce documentaire montre l'impuissance d'État. Oui, tout à fait. Et en même temps, je vais avoir une analyse un peu différente de la vôtre. Oui, modérez-nous. D'une certaine façon, si on ne voyait pas ces images, ça serait également un problème. Loin de moi d'être inhumain sur mon approche, mais vous savez, si toutes ces personnes-là, on leur trouvait un logement, ça voudrait dire que les sans domicile fixe français n'auraient pas de logement. Parce que c'est la réalité aujourd'hui de ce qui se passe. Et beaucoup n'en ont pas de logement, de SDF. Alors qu'Emmanuel Macron l'avait promis en 2017. Absolument. Je vais vous donner 2 chiffres. Parce qu'il ne faut pas faire une mauvaise analyse de son format. C'est-à-dire penser que finalement, il faut mettre plus de moyens pour éviter ces camps de migrants. C'est pas comme tout ce que si on n'en mettait pas suffisamment. Aujourd'hui, l'hébergement d'urgence en France, ça veut dire la location de nuits d'hôtel, près de 65 000 par nuit toute l'année, c'est 1,1 milliard d'euros. C'est immense. Également, l'entretien et la création de places dans les CADA, c'est-à-dire les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, c'est plus de 600 millions d'euros. En 2026, c'est une augmentation de 25%. On met énormément d'argent. Donc, ce que ces camps de migrants prouvent, c'est tout simplement qu'en effet, on a un afflux d'immigration et d'étrangers, de migrants sur le territoire français qui est juste incommensurable. Après, mais on a le droit de dire que les conditions sont innommables. Oui, mais justement, si vous voulez, ça répond aussi à la question de la pompe aspirante. Parce que le système français a mis en place l'aide médicale d'État, des allocations, beaucoup d'aides. Là, si vous voulez, c'est une image qui donne pas envie de venir en France. Alors qu'on a créé plein de pompes aspirantes. Oui. Ça, c'est une image que vous envoyez à ceux qui nous regardent de l'autre côté, notamment de la Méditerranée. Je vois ça, j'ai pas envie de venir. Votre argument me fait plaisir, parce que c'est exactement cela. C'est-à-dire que ce facteur, d'une certaine façon inhumain, envoie un message tendant à dire finalement, attention, si vous venez en France, c'est dans cette situation que vous pouvez vous retrouver. Ça, c'est la réalité de ces éléments-là, même si, évidemment, ils ont différentes aides sociales. Mais il faut comprendre que ces images, en général, qui sont, nous on le traite évidemment, parce que c'est utilisé notamment parfois par les associations d'extrême gauche comme Utopia 56, qui vont aller se rendre, par exemple, devant l'hôtel de ville de Paris, sous des tentes, avec des étrangers, qui vont manifester à ce moment-là et qui vont demander de la libération de places d'hébergement d'hôtel. Il y a la honte aussi, qui s'abat un peu sur la France. On est en plein G7 à Évian. Alors là, image de carte postale. Hôtel, évidemment, palace pour les représentants du monde entier. Et c'est bien normal. Sauf que, donc, on fait partie si j'en crois le G7, des 7 premières nations au monde. Et voyez l'image qu'on donne. On est parmi les 7 premières nations au monde, les 7 nations les plus puissantes au monde. Et voilà l'image qu'on renvoie, Johan. Il y a un moyen, me semble-t-il, assez simple pour qu'un certain nombre de migrants ne viennent plus illégalement en France. Ce moyen, c'est de dire: si vous arrivez en France de manière illégale, vous ne serez jamais régularisé. Vous perdez à vie toute chance d'être régularisé si vous arrivez un jour clandestinement sur le sol de France. Voilà une mesure qui peut-être pourrait évidemment dissuader un certain nombre de migrants de venir en France. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mesures qui permettraient, dans la situation actuelle, d'éviter ces flots de migrants. Dans la mesure où l'Europe est incapable de maîtriser les frontières, la France d'Emmanuel Macron ne fait pas beaucoup mieux que l'Europe. Donc la seule décision un peu radicale, ce serait celle-ci. Encore faudrait-il qu'Emmanuel Macron veuille prendre ce genre de mesures, ce qui est évidemment loin d'être le cas. Il ne l'a pas fait en 9 ans, il ne le fera évidemment pas dans les 10 mois qui lui restent. Je regarde les images qui défilent encore sur notre antenne. On est parmi les 7 premières nations du monde. C'est ce qu'on dit à Évian. Le G7, les 7 premières nations du monde se réunissent, la France l'organise, et on voit des images comme celle-là de pauvreté, d'insalubrité, d'insécurité, de drogue, de misère humaine. Mais ça fait honte, en fait. Moi, je trouve très, très intéressant cet angle de débat, mais c'est vrai que ces images-là, on les voit. Le fait qu'aujourd'hui, Calais et que la Manche soit l'un des premiers cimetières du monde, ça, on le sait, c'est dans l'actualité. Le fait qu'on voit, en effet, pas ces images-là, mais les images notamment des embarcations à Calais ou dans le sud de la France, ça, les médias et la gauche immigrationniste veulent vous le montrer parce qu'ils veulent tirer sur la corde de l'humanité. Et ils ont raison, on va pas c'est une horreur de laisser ces gens mourir.
mais c'est le fruit de leur politique. Parce que si vous montrez ce qu'il y a sous la porte de la Chapelle, si vous montrez ce qu'il y a en permanence à Calais, si vous montrez ce qu'il y a à Stalingrad, bah là, c'est pas une très bonne promotion et c'est pas une très bonne publicité pour l'immigration. Moi, je me balade de temps en temps sur les sites, notamment des sites subventionnés, comme celui de la Croix-Rouge, comme celui d'Info Migrants, comme celui de France Terre d'Asile. Moi, je vois pas ça, Non. sur le site de France Terre d'Asile. Je vois que la France est un formidable pays où, en effet, il y a des prestations sociales, il y a l'aide médicale d'État, il y a tout un tas de choses qui sont formidables pour venir en France. Pour le Royaume-Uni, c'est le cas aussi, puisqu'on peut travailler même quand on est un clandestin. En revanche, sur l'horreur que peuvent vivre un certain nombre de personnes qui ont choisi de faire ce parcours-là, ça, il n'y a jamais rien. Et je vous rappelle que ça coûte plus d'1 milliard d'euros chaque année, la subvention aux associations pro-migrants. Que vous faisiez le parallèle, c'est très intéressant, avec le G7. Vous savez qu'il y a 16 000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés pour assurer la sécurité. C'est intéressant, dans notre pays, il y a le même nombre d'agents, 16 000, qui sont en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière. Ça coûte 1,8 milliard d'euros par an. Donc là, on se demande là aussi à quoi sert notre argent, où va notre pognon. Et c'est pas pour effectivement, ces 16 000-là, ils ne sont pas là pour 48 heures le temps d'un sommet. C'est-à-dire qu'ils sont toute l'année consacrés à la lutte contre l'immigration clandestine. Donc, c'est-à-dire que voir à quoi ressemble ça ne dure pas 48 heures, la lutte contre l'immigration clandestine. Ça marche remarquablement bien. Alors, voyez l'extrait de Tony Pitaro au cœur d'un camp de migrants du côté de Lyon. Mais comment on peut laisser les gens dans de telles conditions ? C'est ça. Là, ça va, c'est l'été. Mais l'hiver, ils sont obligés de se chauffer en brûlant des palettes. Parce que là, on est au milieu, et voilà, comment on peut laisser les gens... Ça fait bidonville. Voilà. On est dans un bidonville, Clairement. On est dans un bidonville. Clairement. En plein centre-ville de Lyon, dans le premier arrondissement de Lyon. La police municipale est parfois obligée d'intervenir, parce que des fois, ils se tapent entre eux. Parce qu'il y a des fois des moments, des mouvements... parce qu'il y a beaucoup de monde, là, aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais il y a beaucoup de monde, vous voyez. Ouais. Et du coup, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser comme ça, c'est pas possible. Oui, parce que regardez, franchement, il y a du monde dans ce campement. Ah oui, on est à plus de 50 personnes, je dirais presque 100. Ouais. Vous avez des chiffres exacts ou pas ? Non, je ne les ai pas. La mairie ne communique pas. Elle ne veut pas le communiquer parce que je pense qu'elle ne peut rien communiquer là-dessus. Ça ferait constamment, en fait, polémique, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, des fois, il y a des associations qui viennent proposer de la nourriture. Ouais. Mais on se demande comment c'est géré, quoi, parce que on ne sait pas. Non, c'est vrai. Là, il y a la mairie quand même qui intervient. C'est ça, ils viennent nettoyer je crois que c'est les toilettes. Ouais. Là, on est au cœur de ce campement, il y a le lycée en face, etc. Tout à fait. Et les habitants n'en peuvent plus parce qu'il y a souvent des feux, etc. C'est ça, il y a eu des feux parce que des fois ils ont froid l'hiver, c'est normal. Là, je crois qu'il y a encore un feu là. Il y a un feu là. Il y a un petit feu là-bas de camp parce que c'est un petit peu finalement, j'allais dire comme chez eux. Mais enfin, c'est triste parce que finalement la mairie ne propose pas grand-chose finalement pour faire en sorte que ça aille mieux. Parce que regardez, ça jonche quoi. C'est assez, ça fait des corps de guerre quoi. Bonjour. Bonjour. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur, ne veulent plus se garer à proximité. Donc ça fait des places de parking en moins. On sait que déjà que la mairie lutte contre le véhicule, parce que c'est pas bien, les voitures. Donc là, ici, c'est des toilettes qui ont été mises à disposition. C'est ça a augmenté, il y en avait moins. Donc là, il y en a un petit peu plus, et c'est minimum 300 € par jour pour ce type de toilette. Voilà. Et ça continue, ça continue. Ah oui, c'est tout le parc. Tout le parc est officiellement fermé sur Google Maps, donc on ne peut plus techniquement y aller, même si ça reste ouvert, juste en face d'un lycée. Donc les enfants pouvaient venir dans ce parc. Maintenant, aujourd'hui, ils sont un peu repoussés, je pense, parce qu'ils voient. C'est complètement laissé, on le voit, à l'abandon, entre guillemets. La mairie ne propose aucun service, finalement, si ce n'est les services des toilettes et des douches qui coûtent excessivement cher pour les habitants. Mais ça reste quand même très sale, il y a beaucoup de rats. Et le soir, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils font des feux de camp. C'est très dangereux, donc on peut voir qu'il y a vraiment, c'est de partout. Ouais. Et là, on est au cœur de Lyon, juste à côté d'un établissement scolaire. Ouais, juste en face du lycée. On peut plus aller dans ce parc parce que maintenant, effectivement, on peut y aller en vrai, mais bon, personne va aller se balader dans le parc quand il y a des tentes, et c'est comme ça, et ça dure, et ça dure. L'élu a demandé les chiffres, on ne dit pas il y en a combien, la mairie communique pas, et c'est un vrai sujet pour les habitants qui passent notamment à côté, etc. Parce que comme je vous le disais, effectivement, des fois il y a des bagarres, il y a les policiers municipaux qui doivent intervenir pour essayer de faire régner un peu le calme. Donc voilà, mais en plus on avait un extrait, je le dis à Valérie Acquin, sur une rixe qui a eu lieu au cœur, même chose dans le cœur de Lyon, dans un campement. Donc vous voyez cette séquence. Régulièrement ils se battent à coups de machette et près d'une aire de jeu pour entrer en... Selon Baptiste, de nombreuses rixes entre migrants éclateraient dans le quartier, de jour comme de nuit. L'année dernière, il y avait une grosse rixe à la sortie des activités périscolaires. Ils s'étaient battus avec les plaques d'égout. Donc ils se balançaient des plaques d'égout à la gueule alors que les enfants sortaient de l'école. Le problème de ce quartier, c'est qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. Quand je sors de chez moi, j'essaie toujours de regarder par la fenêtre ce qui se passe.
Parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver en plein milieu d'une rixe. Ils se balancent des bouteilles, ils ont des bouts de bois, ils se balancent tout ce qu'ils ont, qui leur passe par la main. Et vous êtes là au milieu et vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Voilà, donc là, c'est dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Donc évidemment, c'est source d'insécurité, Johan. Ces campements sont source d'insécurité. Ces installations précaires sont source d'insécurité. Oui, parmi les nombreux problèmes que cela crée pour les riverains, naturellement. Et personne n'a envie d'avoir un camp de migrants à côté de chez soi, bien sûr. Parce que d'abord, vous avez l'insécurité du quotidien que vous subissez dans la plupart des grandes villes de France et maintenant désormais en partie dans les campagnes. À cela s'ajoute l'insécurité si vous habitez à proximité de ces campements de migrants où vous n'osez plus sortir la nuit parce que vous ne savez pas sur qui vous allez tomber et sur ce qui risque de vous arriver. Donc votre vie devient en fait un enfer en plus des problèmes d'insalubrité et des problèmes sanitaires. Mais la question qui est posée, que faudrait-il faire puisqu'ils sont là ? Est-ce qu'il faut, comme l'a dit Éric Tegner, ou plutôt le problème qu'il a soulevé, c'est qu'on ne va pas payer une chambre d'hôtel à tous ceux qui arrivent en France. Ça coûte déjà... Bah non, mais là, la solution, c'est l'expulsion. Non, mais on est d'accord. Donc, on est d'accord. La seule solution, c'est l'expulsion. Si vous vous battez et si vous créez des rixes. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Oui, mais il y en a pas. Le président de la République et les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 9 ans maintenant, mais même précédemment, naturellement, n'ont pas eu cette volonté politique. Donc maintenant qu'ils sont là, nous n'avons pas d'autre choix que de les laisser dans ces conditions-là parce que nous n'avons pas les moyens de faire autrement. Et il y aurait une solution, Jules Torres, c'est ce qu'a commencé à faire l'Italie, puisque évidemment les pays d'origine souvent ne veulent pas les récupérer, c'est le pays tiers. C'est trouver un pays tiers, un deal financier, un contrat financier, on vous paye, vous créez des centres pour accueillir ces migrants en situation irrégulière sur votre sol, moyennant quoi la France vous donne un certain nombre de milliers d'euros. Ça, vous concluez un accord bilatéral avec un pays où les droits de l'homme sont peut-être moins grandiloquents que dans notre pays. Par exemple, l'Italie a voulu le faire avec l'Albanie, qui est un pays qui est une démocratie, qui, je pense, n'a pas les mêmes louanges, n'a pas les mêmes larmes de la gauche. Disons qu'elle n'est pas un féodé à la CEDH. Ils sont pas droits de l'homiste, voilà ce que je veux dire, mais ils sont conformes. Par exemple, c'est pas non plus. Non, mais c'est ça. Si on voulait le faire avec un pays, c'est pas le bagne de Cayenne. Si on voulait le faire avec un pays qui est une dictature, je pense qu'on ne le pourrait pas à cause du droit européen et même du droit français d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de personnalités politiques qui réfléchissent à ça. Je sais que Gérald Darmanin, il est en train de réfléchir à ça, notamment pour l'envoyer, par exemple, pour envoyer des migrants, par exemple, en Slovénie. Ça peut exister, mais c'est évidemment extrêmement compliqué. Il faut le dire aussi, c'est extrêmement coûteux, c'est normal, mais le sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on se donne les moyens de désengorger nos villes ? Parce que moi, je suis toujours stupéfait quand je passe de moins en moins de temps dans le 19e arrondissement, vers Stalingrad et Porte de la Chapelle. En revanche, il m'arrive de traverser les quais à scooter, les quais de Seine à scooter, mais je peux vous dire, c'est le tiers-monde. Ah, vous êtes c'est pas Émilie de Paris, là. Cette ville est en train de devenir le tiers-monde, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 100 mètres sans qu'il y ait un groupement de tentes. Ils dorment sur le périph', c'est extrêmement dangereux. Donc si c'est ça la seule chose qu'on a à promettre à ces gens-là, d'abord c'est un problème, mais le deuxième problème, c'est que l'État et les municipalités et la préfecture ne font rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser se tiers-mondiser la plus belle ville du monde et avoir ce genre d'image. Et encore une fois, elles ne font pas plaisir à commenter. Oui, Eric. Oui, mais la presse de gauche, les gens de gauche ont une solution. Moi, je lisais dans la presse, je lis tous les matins Libération et Mediapart. Ils expliquaient que le problème de juste tout ça... Juste avant 100% frontières. Mais en règle générale, ça m'arrive également, bien sûr. Un dernier article avant de venir. C'est pour ça que vous êtes énervé. Ce qui se passe, avec beaucoup de modération, ce qui se passe, c'est qu'ils vous disent que pour régler le problème de ces personnes dans la rue, il faut leur donner du travail. Qu'il faut permettre que ça soit légal de travailler parce qu'elles veulent travailler, parce qu'elles expliquent lorsqu'elles se rendent en France que c'est pour des raisons économiques. C'est ça l'immense problème. C'est qu'en fait, pourquoi les politiques sont incapables aujourd'hui d'expulser ? Parce que là, on voit une image avec des dizaines, des centaines de migrants et on a du mal à avoir un nom. Et qu'est-ce qu'ils font le jour où il y a des débats ? Par exemple, la dernière fois sur la loi immigration, où la seule chose qui est passée, c'est la régularisation des sans-papiers. Ils sont allés nous trouver le Somalien de 23 ans, parfait, qui travaillait dans les différentes vaisselles, avec son boss qui expliquait que sans lui, finalement, il ne pourrait pas servir les bourgeois parisiens. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et donc, c'est quoi le problème des politiques ? C'est qu'ils individualisent tout. Ils disent, on va régler, et sur chacun, lui, il a quand même l'air sympa. Lui, on en a besoin. Non, à un moment, en fait, il faut avoir une capacité, ce n'est pas une insulte, d'être inhumain. Parce que c'est une certaine façon inhumain de dire à quelqu'un, écoute, je sais que la France et l'Europe, c'est un peu plus développé que certains pays en Afrique, et pour autant, ta place n'est pas ici. Et donc, on va te renvoyer là-bas. Je suis pas d'accord avec vous. C'est laisser les gens
dans l'état actuel qui est inhumain. Ouais. C'est ces camps de migrants qui sont inhumains. Oui, mais eux, leur solution, c'est leur pas renvoyer les gens chez eux où ils seront bien mieux que dans ces campements Gauthier, absolument insupportables. C'est là l'inhumanité. Ils vont considérer, ils n'ont pas totalement tort, que s'ils trouvent un travail à ces personnes-là, que si demain ils les naturalisent, que s'ils leur donnent finalement un logement, ils auront leur chance. L'énorme problème, moi, que j'ai personnellement, c'est qu'ils le font au détriment des Français. Ils le font au détriment de ceux qui sont là depuis des générations et de ceux qui ont cotisé. Parce que factuellement, on n'a ni l'argent pour les accueillir tout en s'occupant des classes populaires et des petites classes moyennes aujourd'hui, ni l'argent pour construire suffisamment de logements. Je veux vous dire, si la France était capable d'accueillir tout le monde, je serais ravi d'accueillir tout le monde. Parce qu'évidemment, on a tous envie d'être humanistes, on a tous envie d'être le gars sympa qui invite tout le monde à la maison pour faire une soirée, mais on peut pas. Ce n'est pas ça l'humanisme. C'est pas transformer la Méditerranée et la Manche en cimetière et accueillir les gens sous les ponts ou dans des campements d'infortune où se mêlent drogue, insécurité et insalubrité. Moi, je suis désolé, c'est pas ça l'humanité, pas ça du tout. Non. Donc, d'ailleurs, justement, les équipes de 100% Frontières étaient allées porte d'Aubervilliers et vous allez voir qu'une femme s'est fait violer dans un camp de migrants. Excusez-moi, c'est pas ça non plus l'humanité. C'est très courant. Vous voyez, oui, mais elle est française, cette séquence. Elle est française. On se situe juste à côté du périphérique parisien et le ministère de la Justice, l'annexe du ministère de la Justice est là-bas, à environ une centaine de mètres. Comment ça se passe la vie ici, madame, dans ce camp? On est à 100 mètres de Rosa Parks, là. Ici, c'est difficile. Moi, personnellement, ça fait 9 ans que je suis dans le milieu de la rue. On me met toujours dans des hôtels insalubres, où il y a toujours des business, prostitution, drogue, où il y a même des hommes qui m'ont déjà fait du mal. Et les associations, ils le savent. Malgré ça, ils me laissent toujours dans les mêmes hôtels. C'est les hôtels du 18e, où il y a des cafards, où il y a des souris, où il y a beaucoup d'humidité. La drogue, madame, le crack, là, comment ça se passe ici? Est-ce que vous êtes consommatrice? Malheureusement, oui. Moi, si je me suis fait violer, c'est juste là en face. C'est parce que j'ai refusé de coucher avec le mec. Il m'a suivi, je suis parti faire pipi, il allait me tuer, il m'a étranglé, tout ça. Là, voilà, là, il est en prison, il est en mandat dépôt à la santé. Et alors là, ce camp spécifiquement, on est porte d'Aubervilliers, là, comment ça se passe? Il est récent, il s'est créé récemment, on est à 100 mètres de Rosa Parks. C'est récent. C'est récent ici. Et il grandit de plus en plus? Ouais. Ouais, parce que voilà. Et après, voilà, on nous laisse comme ça. Plus les hommes qui se font aider qui n'ont pas les papiers. Je veux pas vous mentir. Est-ce que les hommes étrangers qui arrivent, vous avez la sensation qu'ils ont des hôtels peut-être plus rapidement que vous? Ouais, même des appartements. C'est plus les hommes qui arrivent là dans le pays, qui sont consommateurs, qui sont drogués, qui se font aider par les associations? Ouais, franchement, ouais. C'est méchant à dire, mais en France, faut pas être français pour s'en sortir, on dirait. Voilà, donc c'est une dame qui est SDF française et qui s'est fait violer dans ce camp de migrants. Vous disiez c'est courant, Tony Pitaro? Bien sûr, parce qu'effectivement, quand vous êtes sous drogue, etc., moi, on me raconte aussi, il se passe toujours voilà, des agressions sexuelles, des viols, parce que personne n'est forcément dans son état normal et il se passe toutes ces horreurs. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes qui sont déposées et c'est pour ça que ça continue. Mais alors là, elle disait que son violeur était en mandat de dépôt. Oui, Yoann. Est-ce que le rôle de la France, ça n'est pas d'aider d'abord les Français avant d'aider ceux qui sont étrangers? C'est ce que dit cette femme, SDF française qui aimerait être aidée. Non, pardon, mais elle a tout à fait raison. Le rôle d'un État, le rôle principal d'un État, c'est d'abord et avant tout de venir en aide à ses ressortissants. Sinon, quel est l'avantage d'être français en France? Expliquez-moi. Si les étrangers ont en France les mêmes droits que les Français, quel est l'avantage d'être français? Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Le rôle d'un État, et là en l'occurrence de l'État français, est d'aider d'abord les Français. Et si on en a les moyens ensuite, on aide les étrangers. Mais il se trouve que nous n'avons déjà pas les moyens d'aider les Français comme il le faudrait. Donc pourquoi allons-nous aider des étrangers qui de surcroît sont venus illégalement sur le sol de France? Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Alors la problématique, vous l'avez compris, dans ce camp, c'est le crack. Et on a posé la question aux habitants. Les habitants du quartier, tout simplement, c'est les gens là du crack qui sont là à casser les bagnoles. Et moi, ils m'ont cassé 2 fois mon véhicule qui est garé là d'ailleurs pour me voler ce qu'il y avait dedans, quoi. Des places dans le quartier, ils sont juste au bout là-bas. Et puis bon, personne ne fait rien, quoi. Ils sont toujours là. Quand il y avait les JO, c'était clean, propre, tout était propre. Place nette. Place nette. La situation se détériore de plus en plus, monsieur? Ah oui. Avoir des craquettes comme vous dites là, c'est pas quelque chose qui est rassurant pour des familles. Enfin, c'est sûr qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que nos enfants ne tombent pas sur des seringues. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas l'éducation rêvée pour des enfants, ça? Non. Forcément, on aspire à mieux que ça. Je suis là depuis 2016 et je vois qu'il y a des différences de l'ambiance ici. Il y a des craqueurs et des personnes
qui fument des drogues et tout ça. Et même l'autre jour, je regarde ici, j'arrête ici toute l'après-midi parce que je fais un peu de pause et je regarde un mec casser une vitre directe à pleine lumière de jour. La soirée, c'est plus compliqué parce qu'il y a de prostitution, il y a de drogues partout. Très criant d'écouter les riverains. Ce père qui dit qu'il faut éviter les seringues pour que les enfants jouent. Il ne faut pas qu'ils jouent avec les seringues ou avec les doses de drogue que prennent ces personnes dans les camps. Non, mais il faut bien comprendre que les camps de migrants, c'est en effet un terrain de jeu absolument dingue pour à la fois les passeurs et les dealers. C'est-à-dire que les passeurs, ce sont les seuls qui bénéficient de tout cela. Parce que, par exemple, pour prendre un cas extrêmement précis, l'accord que nous avons passé, les fameux accords du Touquet, avec la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne donne de l'argent à la France pour que nous mettions une frontière à Calais, mais qui bénéficie ensuite du fait qu'on passe la Manche? Eh bien, ce sont évidemment les passeurs qui se font sur le dos évidemment des migrants beaucoup d'argent. Qui sont des esclavagistes modernes. Qui sont des esclavagistes modernes, absolument. C'est la traite d'êtres humains. Et sur les dealers, on a bien vu qu'aujourd'hui, le narcotrafic inonde toute la France. Et c'est 79% du territoire qui est inondé par le narcotrafic. Et bien, dans ces territoires-là, il y a évidemment les camps de migrants. Reda Bellach nous disait ce matin que c'était 5 € la passe, que les narcotrafiquants droguaient des femmes pour qu'elles soient ensuite en accoutumance. Et ensuite, elles les prostituaient. Donc, à un moment donné, c'est un système. Et l'État ne veut rien faire face à ce système-là. Au contraire, veut le laisser parce qu'il n'y a pas de réelle action. Calais pour désengorger Calais. C'est justement un camp de Calais que vous voyez sur les images. C'est des images récupérées par Jules Laurent de 100% Frontières d'un camp de migrants, du principal camp de migrants de Calais. Donc c'est pour vous montrer évidemment le niveau d'insalubrité. Oui, Eric. Oui, mais c'est atroce. Mais vous savez, pour mettre fin à ce genre de choses, il faut être capable d'avoir des solutions radicales. Et il y en a qui existent. Moi, je m'étais rendu, par exemple, en Bulgarie. Vous savez, la Bulgarie, c'est à la frontière face à la Turquie. On a une potentielle catastrophe humanitaire et migratoire dans les années à venir. Parce qu'en Turquie, il y a à peu près 3 millions d'étrangers, notamment des Syriens, qui attendent dans des prisons de venir si on ne donne pas assez d'argent à M. Erdogan. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu moins de flux dans les Balkans depuis 2 dernières années? C'est parce que les Bulgares, pour pouvoir rentrer dans Schengen, ils avaient besoin de respecter certaines règles. Et ils ont garanti à l'Union européenne qu'ils empêcheraient les passages. Et vous savez comment ils faisaient? Ils faisaient ce qu'on appelle des pushbacks. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'illégal. C'est-à-dire que lorsque les migrants traversaient la frontière, notamment dans les forêts, je le sais parce que je les ai suivis de nuit, les policiers les arrêtaient, les mettaient au commissariat mais ne les enregistraient pas. Ensuite, le matin, à 5 h du matin, ils les mettaient dans des camions bâchés et ils les renvoyaient de l'autre côté. Les Turcs étaient au courant, ils laissaient faire. Et la police bulgare, elle disait bien à Frontex de ne pas être là, sinon Frontex les empêchait de le faire. Et à partir de ce moment-là, ça a fait qu'il n'y avait plus un seul migrant qui traversait. C'est quelque chose que l'Union européenne sait, mais laisse faire évidemment parce qu'ils savent que cette logique de pushback, c'est-à-dire qu'en fait le problème c'est qu'on nous dit qu'il faut protéger la frontière, mais à partir du moment où un illégal rentre, vous n'avez plus le droit de le renvoyer. Orban a été sanctionné pour ça. Et donc c'est là où on voit qu'on a des contraintes folles parce qu'à chaque fois, on est complètement hors cadre. C'est comme le prédécesseur du Premier ministre actuel polonais, Donald Tusk, son prédécesseur, il avait fait le sale boulot également à la frontière quand on avait tenté de faire venir des milliers de Syriens en Europe avec l'aide de la Biélorussie. Et Matteo Salvini en procès parce qu'il a refusé finalement le débarquement de migrants depuis un bateau d'ONG. Et là, l'Union européenne avait bien fermé les yeux en laissant faire le Premier ministre polonais de l'époque. On va se retrouver demain à 11h pour 100% Frontières. Merci d'avoir suivi cette spéciale La France bidonville, camp de migrants, la France bidonville. Tout de suite, c'est la suite de vos programmes avec Mickaël Dorian. Très belle soirée sur CNews.